sont des sutras qui développent l'attention sur... voilà. Le laser. Hein? Le laser, c'est là. Ah oui, voilà. Alors, lorsqu'on écrit le mot Nien, Nien, on remarque qu'en haut, il y a le caractère Chin qui veut dire présent, Kim, et en bas, le caractère Si, qui est le mental, Tam. Donc, étymologiquement, Chin, Sin, qui veut dire Nien, c'est l'attention au présent. En fait, c'est simplement garder l'attention, garder le mental au présent. Alors, grâce aux neurosciences, on comprend maintenant le mécanisme d'action de la pleine conscience. L'attention, la perception de la respiration, par exemple, ou bien la perception des bruits, par exemple, pendant la séance de méditation, vous notez simplement les bruits que vous entendez, mais sans les interpréter. Par exemple, vous entendez un bruit d'horloge, bon, vous ne pensez pas au temps, etc., mais vous entendez simplement tic-tac, tic-tac. Vous entendez l'avion qui passe, donc le bruit de l'avion, peut-être vous imaginez en quelques secondes l'avion qui passe, et puis vous pensez à autre chose. Et ensuite, l'enfant qui joue dehors, vous entendez un rire d'enfant, donc vous laissez passer. Vous n'essayez pas de courir après la perception. Donc c'est simplement l'attention cette attention va activer le réseau de tâches positives. Et donc, ça va désactiver obligatoirement le réseau mode par défaut. Et donc, on va avoir un arrêt de toutes les pensées imaginaires dans le passé, dans le futur, les suppositions, etc. Donc le plus simple, ce n'est pas de vider l'esprit, car on n'arrive jamais à vider l'esprit. Toutes les expériences au niveau du cerveau, sur le plan fonctionnel, sur le plan anatomique, ont montré que le cerveau travaille tout le temps. Même dans le rêve, le cerveau travaille. Et donc, il ne s'arrête pas. Ça ne sert à rien de faire le vide dans le cerveau parce qu'il n'est jamais vide. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est le remplir. Mais remplir par quoi? Par l'objet de l'attention. Voilà. Donc, on revient encore à la perception de l'instant présent. Et à ce moment-là, automatiquement, tout ce qui est imaginaire, vagabondage mental, etc., disparaît. Et ainsi, la pleine conscience agit, on le sait maintenant, sur le plan neuronal, sur le plan cérébral, grâce à l'antagonisme entre le réseau tâches positives et le réseau mode par défaut, c'est-à-dire entre l'attention et le vagabondage mental. Par exemple, lorsqu'on a enregistré ici deux localisations correspondantes au réseau mode par défaut, ici le cortex médian préfrontal et ici le cortex singulaire postérieur, donc en bleu, et ici le réseau avec le cortex singulaire postérieur de tâches positives, non, pardon, excusez-moi, antérieur, donc de tâches positives. On a vu que chez les personnes qui ont une longue expérience de la méditation, tout est négativé. Que ce soit par la méthode Focus Attention, ou bien Open Monitoring, ou Loving Kindness, c'est-à-dire attention focalisée, surveillance ouverte,
bienveillance, amour bienveillant. Chez les méditants, l'activité de ce réseau mode par défaut est complètement négativée. Alors que sur les contrôles, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais médité ou qui commencent à apprendre à méditer, ces réseaux s'activent. Et inversement, lorsqu'on mesure le réseau de tâches positives, on voit que c'est activé chez les méditants et non activé chez les contrôles. Donc on a une confirmation extrêmement claire par les scientifiques de l'effet de la méditation sur le cerveau. On peut dire que ainsi le vagabondage mental, lorsqu'il devient excessif, avec toutes les suppositions, l'imagination sur le passé, le futur, etc., entraîne des émotions négatives comme la colère, l'anxiété, la dépression. Alors que dans la pleine conscience, lorsqu'on active le réseau de tâches positives, il n'y a plus de suppositions, plus de passé, plus de futur, de préoccupation de soi, etc. Et donc, on acquiert des émotions positives, la sérénité, la paix, la joie. Et comme le vagabondage mental, c'est aussi la préoccupation de soi, le fait d'appliquer la pleine conscience va entraîner un détachement de soi. On n'est plus préoccupé par le soi, par ses problèmes, par les problèmes de santé, soi-même, sa famille, différents souvenirs, etc., au sujet de soi toujours. Et à ce moment-là, on acquiert aussi les émotions positives. Et en fait, le problème du soi, il faut dire qu'en Occident, la psychologie et la philosophie ont toujours été centrées sur l'ego, sur le soi individuel. Et on dit qu'il est important de se comprendre soi-même, de s'aimer, de s'accepter, d'avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi, de prendre soin de soi. Voilà, c'est la préoccupation le plus souvent de la philosophie et la psychologie en Occident. Malheureusement, on s'aperçoit que plus on s'enferme dans le soi, plus on se préoccupe de soi, moins on trouve d'issue, moins on trouve de paix intérieure, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait, en gros, lorsqu'on se préoccupe de soi. Quand on se regarde dans la glace, on se trouve toujours moche. Quand on pense à ses problèmes, on dit toujours que non, ça ne va pas, etc., etc. Et donc, l'approche bouddhiste est radicalement différente, car c'est le non-soi, la non-consistance du soi, qui constitue un élément important dans la doctrine. Je vous rappelle que dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les 3 caractéristiques de l'existence. En vietnamien, Tam Phap En, Trilakkhana. C'est-à-dire l'impermanence, le fait que tout change sans cesse et qu'on ne peut pas toujours être en bonne santé, on ne peut pas être toujours beau, toujours jeune, toujours plein de joie, etc. C'est pas possible parce que ça change, on vieillit, on devient malade et un jour on meurt, forcément. Donc, l'impermanence. La deuxième, c'est le non-soi, justement, c'est la non-existence réelle du soi. Le soi n'est qu'une sorte d'agrégation temporaire, provisoire, de différentes fonctions mentales qui fait qu'on a une conscience de soi, mais en réalité, le soi réel n'existe pas.
Et cette préoccupation de soi, c'est ça qui nous entraîne la troisième caractéristique de l'existence qui est dukkha kho, ça veut dire la souffrance. Donc, l'enseignement du Bouddha est finalement très simple. Si on ne comprend pas l'impermanence, on n'accepte pas l'impermanence, si on ne comprend pas le non-soi, et si on se préoccupe trop de soi, à ce moment-là, on est malheureux. Donc, pour éviter tout cela, il faut comprendre, accepter l'impermanence, le changement, parce que le changement, c'est la vie, et aussi diminuer le soi, du moins lui donner moins d'importance et moins se préoccuper de soi. L'illusion du soi est à l'origine de la plupart des éléments de la souffrance humaine. Et c'est le détachement de soi qui permet de se délivrer de la souffrance. Donc voilà, on va terminer sur une phrase de Musō Shoseki, qui est un maître zen japonais et qui est aussi le maître du jardin japonais. En jetant cette toute petite chose que l'on appelle moi, je suis devenu le monde immense. Se détacher de soi, c'est s'oublier soi-même, c'est aussi réaliser que chacun n'est qu'un élément infime et fugace dans un immense maillage qu'est l'univers et que tout est interdépendant, interconnecté harmonieusement. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience? Pour moi, c'est une rencontre entre l'Occident et l'Orient. Ça n'appartient pas à l'Orient, ça n'appartient pas à une culture particulière ou à une religion, mais c'est une rencontre entre l'Occident et l'Orient, parce que, comme je vous ai montré, les neurosciences ont parfaitement démontré l'efficacité et le mécanisme de la pleine conscience. Une rencontre entre la philosophie et la science, et c'est un entraînement mental s'appuyant sur la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de modifier notre esprit par un entraînement mental, et plus encore, c'est une culture de l'être dans sa totalité et son unité corps-esprit. Car je suis convaincu, comme la plupart des scientifiques, que le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est, comme tout à l'heure a rappelé Mieke, c'est un peu comme la lumière, la matière et l'énergie. On ne peut pas dissocier la matière de l'énergie. C'est la même chose, c'est les deux faces, deux aspects de la même chose. Et donc le cerveau et l'esprit, c'est la même chose, c'est clair. Il n'y a pas de cerveau d'un côté et l'esprit de l'autre, et le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, mais le corps et l'esprit font absolument une seule unité. Donc, la méditation pourrait faire partie d'un entraînement dans le cadre d'une spiritualité laïque et universelle, comme le 14e Dalai Lama a appelé de ses voeux, et qui pourrait guider utilement notre société dans la résolution de ces problèmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que cet excellent exposé nous met l'eau à la bouche, comme on peut dire. C'est-à-dire, on espère vivement que Annei nous présente la suite de cette découverte et puis de ce cheminement humain sur le plan neuroscientifique et aussi bien spirituel. Et bon, pour l'instant, je pense que c'est un préambule, une introduction qui est très très intéressante, qui promet un avenir un peu plus radieux.
autre chose. Maintenant, on va attaquer une partie, bon, avant de laisser le temps de peut-être poser la question jusqu'à 11h30, 11h30. Là, on pourra mettre 2 tables. Là, je vais faire appel à votre collaboration. C'est-à-dire, on va déplacer les chaises de 2 côtés. Et on va introduire les tables au milieu. Comme ça, on pourra donc manger un petit repas végétarien qui est prévu. On va se reposer après et on va reprendre à 2h par là, la deuxième partie qui parle du petit véhicule et du grand véhicule. Mais bon, je laisse Annélier après. Bon, là, on passe sur quelques questions. Vous avez des questions à poser? Enfin, je voulais... On commence par les jeunes ou les vieux? Maintenant, c'est l'avenir aux jeunes. Alors, peut-être les jeunes d'abord. Non? Vous pouvez venir ici, hein? Comme ça, tout le monde peut entendre. Oui, dommage que je ne peux pas... Non, mais quelqu'un qui veut poser une question, parler ici. Moi, j'aurais envie de vous demander votre avis. Bon, Oui. c'est tout nouveau pour moi, hein, ceci. Et moi, j'ai fait de la psychanalyse. Oui. Donc, je me demandais, quand j'étais en train de me poser la question pendant que vous faisiez votre exposé, être allongé sur un divan et parler seul avec l'analyste, est-ce que je suis dans l'attention, je suis dans le vagabondage, ou bien est-ce que on est, je sais pas, parce que je trouve que c'est pas du vagabondage, mais c'est pas de l'attention non plus. Et donc je me disais, tiens, et là, il y a quand même autre chose que la pure pensée, il y a le verbe qui vient s'installer au milieu de tout ça. Donc je me demandais un peu ce que vous pouviez me répondre par rapport à ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous mettez à la place de la personne qui est allongée et qui est en train de parler. Oui, voilà. Je suis allongée et je parle à Voilà, l'analyste. oui. Je pense qu'il y a à la fois les deux, probablement. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le divan, ce que je suppose, hein, parce que je n'ai jamais fait de psychanalyse, je ne sais pas, et je suppose que le médecin psychanalyste essaie de vous faire parler librement. Donc, forcément, il doit y avoir un vagabondage, parce que, on va me dire, voilà, raconter un peu. Alors, d'abord, on essaie de fouiller un peu, mais ce que cherche le psychanalyste, c'est que vos pensées vos souvenirs soient spontanés, que ça ressorte spontanément. Vous racontez ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce que vous vivez. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une interprétation où il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas sélectionner non plus ce qu'on va dire ou réfléchir sur ce qu'on va dire, il ne faut pas qu'on réponde des bêtises et ça. On cherche la spontanéité. Voilà. Donc forcément, il y a du vagabondage parce qu'il y a cette spontanéité qui arrive. Ceci dit, il faut faire attention à ce qu'on lit quand même quand on parle. On ne parle pas complètement endormi comme dans un rêve. Donc on est dans un état de repos en cherchant un petit peu dans le souvenir et puis en laissant le souvenir arriver tout seul. Ce n'est pas non plus une tâche attentive comme quand on répare une montre ou quand on fait de la cuisine en coupant, vous voyez, faire attention de ne pas se couper le doigt, etc. Donc ça, c'est une attention focalisée à l'instant présent. Ça, c'est pas pareil que quand on est en train de dérouler un peu nos souvenirs. Donc, je crois qu'il y a
probablement un peu les deux. Mais on cherche quand même à vous faire sortir ce qui n'est pas dans votre perception immédiate. Donc vous ne fixez pas votre attention sur un point lumineux dans la salle, etc. Vous voyez. C'est ça, c'est une attention qui n'est pas fixée sur un point extérieur, mais j'ai l'impression que c'est une attention qui est fixée sur un point intérieur. Oui. Enfin, je ne sais Oui. pas, hein, mais, Oui. et donc c'est pour ça que je me sentais, et puis je me dis, bon ben, il y a quand même de la parole et du verbe. Oui. C'est encore différent que d'être dans la pensée. Oui. Et il y a quand même enfin, je sais pas, hein, c'est des idées qui sortent comme ça. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une certaine forme de méditation quand même? Ben, moi j'ai l'impression plutôt que l'approche est différente. D'après ce que je comprends de la psychanalyse, le but c'est de faire sortir les souvenirs anciens, accompagnés des émotions bien sûr, et puis au fur et à mesure, le côté émotionnel va diminuer. Donc on va ressortir, parce qu'il ne s'agit pas d'une séance, hein, on fait beaucoup de séances, et à chaque fois on voit le progrès. C'est une sorte de, entre guillemets, hein, évidemment c'est pas tout à fait la même chose, désensibilisation. Vous savez, la désensibilisation, c'est une technique d'allergologie qui consiste à injecter un allergène et puis après à des doses, d'abord à des doses infinitésimales et puis on augmente les doses, etc. progressivement jusqu'à ce que, de façon à ce que la réponse soit de plus en plus atténuée. Et là, c'est un petit peu la même chose, je pense. C'est-à-dire on fait ressortir les souvenirs accompagnés d'émotions. Et puis, non, finalement, je suis bien mieux comme ça. Accompagnés d'émotions. Et puis, au fur et à mesure, les émotions qui accompagnent les souvenirs diminuent en intensité parce que la personne se retrouve quand même sur le divan. Elle dit non, cette histoire que j'ai vécue qui m'a tellement traumatisé, non, je ne suis pas en train de le vivre, je suis passé. Donc petit à petit, on refait ressurgir les souvenirs, mais avec de moins en moins d'émotions. Donc c'est une sorte de désensibilisation. Tandis que dans le système de la méditation bouddhique, c'est tout à fait différent. On fait ressortir rien du tout. On ne fait pas du tout sortir le souvenir. On laisse se reposer en fait. C'est un peu comme l'image, un jour j'ai lu un livre de maître Tigyatren, qui a comparé l'image, qui a pris l'image d'un